Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel entretien. On va faire un petit peu ce qu'on avait fait il y a une semaine avec François Coq. On va faire ça avec un camarade une fois de plus. Là, vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Salut Georges. Salut les amis. Alors, on va parler d'un sujet d'actualité dont on n'a pas parlé dans les épisodes de Je suis pas content. C'est un peu le but de ces petits débriefs et j'avais envie qu'on parle aujourd'hui de l'Iran et des conséquences économiques de cette guerre à court, moyen et long terme. Celles qui sont déjà là et qu'on voit, celles qui sont déjà là et qu'on ne voit pas. Mais peut-être qu'avant ça, parce que tu as beaucoup abordé le sujet, on pourrait rapidement en introduction faire une petite rétrospective. Je pense que ça pourrait être pas mal des débuts de ce conflit. Parce que l'Iran, ça a quand même un petit peu toujours été la menace qu'on agite, et on se dit un peu ça va jamais péter, parce que ça fait 20 ans qu'on entend ça va péter la semaine prochaine. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, ça s'est embrasé? Je pense qu'on peut le dire plus que d'habitude. Est-ce qu'il y a eu des justifications qui ont été données par les États-Unis? Qui est à l'origine de ce conflit? Est-ce que l'Iran avait fait des moves qui auraient pu justifier que cette fois-ci, il fallait y aller parce que c'était différent d'habitude? Pour ceux qui auraient fait une petite sieste un peu longue ces dernières semaines, rapidement en introduction. Ouais, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, tu aurais pu me demander si ça va bien. Ça va bien ou pas? Et donc, ça va pas très très bien. Parce que je suis extrêmement inquiet. J'ai jamais été autant inquiet de ma vie. Cette guerre peut avoir des conséquences très graves, y compris des options nucléaires. Mais vous disiez la même avec l'Ukraine, les complotistes. Mais moi, je suis pas complotiste. Et puis, j'ai jamais dit ça avec Je l'Ukraine. sais, je sais, je sais. C'est des gens qui considéraient que la Russie allait tirer l'arme nucléaire. C'est jamais arrivé, évidemment. Non, non, c'est très embêtant, la guerre en Ukraine, c'est malheureux, mais les conséquences n'ont rien à voir avec la situation de cette guerre en Iran. Alors, si on reprend rapidement, on est quoi? Aujourd'hui, on est le 14 février? C'est bien de préciser la date, oui, puisque ça Non, peut alors, évoluer. 14 février, non, mais le 14 avril. Le 14 avril. 14 avril. La guerre a commencé le 28 février. Ok. C'est une guerre illégale déclenchée par Israël et les États-Unis contre l'Iran. Mhm. On sait maintenant, c'est pas du complotisme, c'est la Pravda qui a dit, c'est le New York Times. Et c'est important parce que quand la Russie envahit l'Ukraine le 24 février 2022, ils font d'énormes efforts. On est d'accord ou pas d'accord avec eux, mais en se basant sur la charte des Nations Unies pour dire il y a là-bas des gens qui sont en conflit, qui sont dans un processus d'autodétermination, qui Ah oui, sont sur Donbass. les gens du Donbass, qui sont culturellement effectivement proches de la Russie, mais ils existent en tant qu'entité. Ils sont en guerre depuis 8 ans, il y a une guerre civile, il y a 15 000 morts, et là, l'Ukraine est en train de lancer une offensive, nous venons en protection. Vous considérez que c'est de la mauvaise foi, mais ils font un effort. Oui, ils essayent au moins En 2003, souvenez-vous, Ils George enjolivent. Bush. d'enjoliver. George Bush. Oui. You're against us or you're with us. Oui, mais il y avait En bon français. il y avait la fiole. de Oui, pisse. mais Il y a avait fait Powell. Oui, Powell. mais justement, ils ont fait l'effort. Oui. Un an de travail avec le Congrès des États-Unis, le Sénat, convaincre la population américaine, euh, faire le build-up, organiser l'armée américaine, envoyer Colin Powell faire avec la fiole comme ça. C'était faux. Mais il y a un petit effort. Mais M. Kuzmanovic, le Là. Hezbollah a fait des dégâts terribles dans la région. C'est pas le problème. Là, il n'y a aucun effort. Il n'y a aucune justification. Il n'y a même pas le Hezbollah, c'est des méchants, il faut les attaquer. Rien. Oui, c'est vrai qu'ils l'ont pas Boum, invoqué c'est la carte. bombardement, totalement surprise. Tellement surprise que les États-Unis étaient en négociation le 27 février encore avec les Iraniens pour trouver une solution négociée. Ça marchait tellement bien que à Oman, qui recevaient les négociations, Mhm. ils avaient dit on est au bord d'une solution, en particulier sur le nucléaire. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura rencontre à Vienne, officiellement, entre les Américains Mhm. et les Iraniens pour fixer tout ça. Blâme, le 28, bombardement. Puis non seulement bombardement, mais élimination des négociateurs. Pour la deuxième fois. Putain, le mec, il allait se coucher, il était content. Si Pour ça la avance, les deuxième dossiers. Non, mais pour la deuxième fois. Parce que vous vous souvenez, en juin 2025, il y a la guerre Rising Lion des Israéliens. Ouais. Donc, la guerre dite des 12 jours Mhm. pour détruire les capacités nucléaires iraniennes. Ça se passe pas très bien pour l'Iran. Donc là, on a un conflit juste Iran-Israël. Et je faisais partie, mais avec d'autres experts, très très bons experts militaires américains, qui disaient l'Israël est dans une situation très difficile. Elle était arrivée au bout de ses systèmes de défense antiaérienne, Antimissile, ouais. anti-missiles. L'Iran gagnait la guerre. Les États-Unis interviennent. Midnight Hammer.
C'est le marteau de minuit de l'ami Trump Non. Donald Trump, marteau de minuit. Une journée de bombardement, les B2, tout ça, boum, 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 on a tout cassé. Le nucléaire est oblitéré. C'est vrai qu'il était obliterated, il a dit. Donc oblitéré, en français, en anglais, ça veut dire élimination complète et totale. Il ne reste plus rien. Il avait dit, il n'y a plus. C'était oblitéré. En fait, il y avait un accord avec les Iraniens. Bon, et ça va pas bien pour nos amis à Tel Aviv. Je vais intervenir, on va un peu bombarder. Et les Iraniens ont dit, oui, mais nous, on ne peut pas se faire juste bombarder comme ça. Il faut qu'on riposte. OK. Ils ont choisi une base américaine. Ils ont prévenu 24 heures avant les Iraniens. Ils ont tiré 1 ou 2 missiles qui sont tombés sur le tarmac. Pas de donc là, complotiste, tu penses que c'était arrangé? Non, mais c'est bien connu. C'est parfaitement arrangé. C'est-à-dire qu'ils les ont prévenus 24 heures à l'avance pour Ils ont fait semblant de faire la bagarre. C'était du catch. Mais déjà, le conflit, avant encore, quand les Israéliens avaient bombardé l'ambassade en avril 2024, l'ambassade d'Iran à Damas, ce qui est illégal au regard du droit international, les Israéliens avaient riposté, ils avaient prévenu les Américains. Combien de temps ils allaient riposter et de quelle manière. Donc c'était de l'ordre du symbolique. Les Iraniens étaient toujours dans la négociation. Donc, juin 2025, fin de la guerre des 12 jours. Attends. Il y a des sources qui disent qu'il y a une négociation entre l'Iran et les États-Unis? Oui, évidemment. Toutes les sources. À New York Times. D'accord, ok. Mais je ne suis même pas arrivé au pire truc qui serait complotiste. C'est le New York Times. Et John Kerry, un des vice-présidents des États-Unis, très bien connu en France parce qu'il a enseigné à Sciences Po, le sort de villepin de... Oui, je le vois très bien. À l'époque, je me souviens, en 5e, on me disait votez John Kerry. Voilà, le villepin des États-Unis. Bon, donc je viens à John Kerry, donc tout ce que je vous dis est tout à fait documenté. Il y a qu'une, c'est même pas de l'interprétation. Mais quel intérêt? Moi, je comprends pas l'intérêt de dire. On y arrive. Le truc est compliqué parce que les Iraniens sont de bonne foi dans la continuation des négociations avec les Américains. On aime ou on n'aime pas les Iraniens, le régime iranien, c'est totalement autre chose. Bon. Là-dessus, en mi-janvier, surviennent des émeutes en Iran. Graves. Couvertes ici comme le soulèvement du peuple qui veut sa libération. Les méchants mollahs ont tué 70 000 personnes. L'histoire est un peu plus compliquée. Israël et les États-Unis sont tombés dans un piège mis en place par les Russes et les Chinois parce qu'ils ont financé la contestation réelle intérieure en Iran, mais en même temps, ils ont poussé au soulèvement des populations azéries au nord, kurdes et baloutches au sud de l'Iran, en les armant. Il y a eu de la répression. Et les Russes et les Chinois ont fait un piège parce qu'ils ont laissé rentrer 40 000 systèmes Starlink en Iran, qu'ils ont débranchés en 36 heures, ce qui fait que les rebelles et les manifestants se retrouvaient sans possibilité de communiquer entre eux. Et donc, bon, ils ont été éradiqués. Donc, selon le gouvernement iranien, c'est plus de 3 700 morts, la répression. Donc, les autres disent 70 000, mais on doit être facilement autour des 10 000, avec beaucoup, donc multiplié par 3, les blessés. Donc, une sévère répression. Et le 14 janvier donc, de cette année, 2026, les États-Unis devaient appuyer, et la frappe a été levée en pleine nuit par Donald Trump, parce que sur le terrain, ça ne se passait pas comme prévu. Il n'y a pas eu ce soulèvement qui a renversé le gouvernement. Donc, un recul. Et le New York Times, c'est la Pravda des États-Unis, de ce qu'il faut. Voilà, je suis abonné au New York Times, je vous invite à lire, c'est très intéressant. A écrit une longue enquête il n'y a pas longtemps, montrant que le 11 février s'est tenue à la Maison-Blanche une réunion extrêmement importante avec Donald Trump, Mike Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis, donc ministre des Affaires étrangères et secrétaire et chef de la sécurité nationale, J.D. Vance, vice-président, Madame Willis, qui est la directrice de cabinet de Donald Trump, et aussi Netanyahou, qui était là. Il n'y avait pas Tulsi Gabbard. Bon, elle supervise le renseignement américain, mais bon, il n'est pas là, non, c'est pas grave. Il y avait le patron de la CIA, et il y avait le monsieur Barnea en visio, qui est le chef du Mossad. Ok. Et ce jour-là, la décision d'attaquer l'Iran est prise. Ok.
c'est le New York Times qui le raconte, avec J.D. Vance, Mike Rubio, Madame Willis, tous les autres, et même Tulsi Gabbard qui n'était pas là parce qu'il disait qu'il n'y a pas de menace, qui était un peu gêné, vous êtes sûr? Il n'y a que Pete Hegseth qui est à la Réunion, qui est le ministre, qui est le secrétaire d'État à la défense des États-Unis, qui s'est fait appeler secrétaire d'État à la guerre, donc le beau gosse là, un peu présentateur, avec des tatouages bizarres, un peu suprémaciste blanc, mais c'est pas grave. 2-3 tatouages bizarres quand même. Oh, c'est pas grave, hein, ça se fait quand même dans ce pays. Donc lui, il est pour la guerre. Donc il y a lui, Netanyahou, et le patron du Mossad. Il y a pas la chef de tout le renseignement américain. C'est Bizarre, hein, bizarre. Bon, et il dit yes, we can do it. Et même Marco Rubio, qui est quand même un néocon hardcore, il fait. J.D. Vance s'est répété, donc le vice-président a dit je suis contre, je pense que c'est une mauvaise idée, mais je soutiendrai Monsieur le Président. Cette phrase est répétée depuis longtemps. Là, bon. Et il s'est mis un petit peu aussi en protection du merdier qui est arrivé. Il faut bien comprendre qu'il y a un gars qui a démissionné. Vous avez suivi quand même ça ici, Joey Kent, qui est... Joey Kent était le chef du contre-terrorisme américain placé par Donald Trump. Et Joey Kent, c'est à côté, CNews, Pascal Pro, c'est un gauchiste. Joey Kent, c'est un mec qui est Delta Force. C'est l'élite de l'élite, de l'élite de l'élite américaine. C'est le truc. Mais quand tu es dans l'élite ultra, tu as 2-3 gars qui basculent dans les opératifs de la CIA. Il fait partie de ceux-là. Il a combattu Daesh les armes à la main. Pascal Pro, c'est excite un peu le soir en y pensant. Et lui, il était sur le terrain. Mais non seulement ça, sa femme de Joey Kent est morte au combat face à Daesh. Et ils ont des enfants, ils vont à l'église le dimanche et tout. C'est pour ça que je dis, à côté, c'est news. American Hero, quoi. Ah, vraiment, c'est The Sniper 45, quoi. Mais c'est au-delà. On est dans un truc, c'est réel, cette histoire. Bon, et lui, il dit, Joey Kent démissionne. 2 jours après le début de la guerre, il dit, il n'y a aucune menace iranienne. Tout ça est n'importe quoi. Ça va nous entraîner dans une guerre sans fin avec l'Iran. Vous avez gagné les élections sur la base, il n'y aura pas de guerre. Petit aparté, c'est un chaos dans la population MAGA. Tout le monde l'a quitté. Candace Owens. Elle est cinglée, Candace Owens. Je sais pas s'il y en a qui nous aiment bien, mais elle est cinglée. Oui. Elle pense que la Terre tourne autour du Soleil. Non, le Soleil tourne autour de la Terre. Ah bon? Oui, il a fait une vidéo. Je vous invite à la voir. C'est complètement délirant. Qui s'est acharné sur Brigitte Macron. Oui. Joyeux anniversaire à Brigitte Macron, d'ailleurs. C'est aujourd'hui? C'était hier. Eh bah... Ah bah c'est important. Joyeux anniversaire à Brigitte. Quel âge elle a? Bravo pour 36 ans. Putain, on va pas être là. Ça dépend. 36 ans. 71. Et bon anniversaire, Brigitte Macron. Et on rappelle à tous nos auditeurs qu'à partir de 50 ans, le test de la prostate tous les ans. Tous les 2 ans. Non, tous les 2 ans. Tous les 2 ans, pardon. Moi, j'ai plus de 50 ans, donc je sais. 2 ans. Oh, pauvre type. C'est honteux. Insupportable. C'est anti-vieillisme, jeunisme. Donc, Joey Kent démissionne. Mais c'est Tucker Carlson, c'est Joe Rogan. Enfin bon, on va faire toute la liste. Non, mais c'est les soutiens de la première heure, quoi. Comment elle s'appelle, cette ancienne congressman woman qui était une des égéries hystériques des campagnes de Donald Trump et qui faisait des vidéos c'est les premiers qui sur un Humvee avec un fusil d'assaut qui tire sur socialisme. C'est génial. Mais Jory Taylor. Bon, tous. Et puis le prix du pétrole aux États-Unis, il ne se mesure pas en litres, il se mesure en gallons. Mais pourquoi ils partent normalement? Pourquoi ils partent? Parce que, ok, il avait promis d'être un président anti-guerre. Juste parce que c'était. Donc la guerre démarre. Voilà. Et le truc qui est vendu par Israël, par Netanyahou, qui veut cette guerre depuis 40 ans. Pour comprendre, pour Netanyahou, c'est un projet politique, c'est une vie politique depuis 40 ans. En 96, il est élu Premier ministre pour la première fois, il y a 30 ans. Et il dit, il veut faire la guerre, et 10 ans avant d'arriver Premier ministre, il faut faire la guerre à l'Iran. Il faut faire la guerre à l'Iran. Il explique depuis 30 ans maintenant que l'Iran va avoir l'arme nucléaire dans 2 semaines. Ou 1 mois, ou 3 mois, ou 6, peu importe. Le nombre, vous pouvez les chercher, c'est assez délirant, c'est tout le temps. Donc et c'est là qu'intervient John Kerry, dont je parlais tout à l'heure. Et John Kerry confirme tout cela. Il dit, oui, tous les ans, Netanyahou venait voir les différents présidents, Bill Clinton, Bush, Obama, Biden, pour nous emmener faire la guerre en Iran. Puis personne, à la fin, comme Marc Rubio, comme J.D. Vance, comme Tulsi Gabbard, tout le monde a analysé la situation et s'est dit, ça va mal
ça va pas être une bonne idée, pour les raisons qu'on va voir. Entre autres, le blocage des 3 d'Ormuz, qui est un des gros sujets. Bon. D'ailleurs, la CIA, comme le Pentagone, ont bien fait l'effort de leaker à la presse, soit au New York Times, soit au Washington Post, qu'ils avaient bien prévenu le président des États-Unis. Et de toute façon, dans cet article du New York Times, on apprend que le président des États-Unis, ils n'oseront pas bloquer les 3 d'Ormuz. Ah, d'accord. Mais en fait, c'est pas parce qu'il est con. C'est parce que Netanyahou, Pete Hegseth et Barnea, le patron du Mossad, Pete Hegseth étant l'américain, lui ont vendu l'idée que cette fois, ils vont réussir la décapitation du régime. Ils vont tuer tellement de dirigeants, à commencer par Ali Khamenei, parce qu'ils ont des informations, qu'ils vont être à plat. Les gens qui se sont révoltés en janvier, il y a un mois, enfin 5-6 semaines avant, ils vont repartir. Sauf, on va renverser ce saloperie de gouvernement. On a nos hommes sur le terrain pour aider. On va réussir. Ah, okay. C'est comme ça que c'est vendu. Et donc, Donald Trump, il part sur une guerre qui va durer 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, qui consiste à shooter les leaders. Et il faut se rappeler qu'à sa première campagne, premier mandat, c'est lui qui fait assassiner Soleimani, qui était le grand général, le grand stratège des gardiens de la Révolution en Irak, pendant une négociation. C'est bien, il faut rappeler que en janvier 2025, alors que les services de renseignement et militaires américains sont cul et chemise, c'est-à-dire fonctionnent, c'est-à-dire, là il y a un officier israélien, là un officier américain, un officier israélien, dans énormément de command centers, en particulier l'USCOM au Qatar, US Centralcom. La guerre de 12 jours commence par un bombardement illégal non annoncé par Israël, des leaders iraniens, et ils éliminent la première équipe qui était déjà en négociation avec les États-Unis. Il y avait 3 fois quand même, hein, qui leur éliminent des gens pendant qu'ils sont en négociation avec eux. Bon. Et ils se sont dit cette fois, jamais 203, c'est bon, là, on va... Ali Khamenei, hop, il est mort dès le premier jour de bombardement. Une grande partie des dirigeants iraniens et des chefs militaires ont été éliminés. Mais voilà, la guerre dure depuis 7 semaines et l'Iran a gagné la guerre. Donc on arrive dans une impasse stratégique. Comment ça, l'Iran a gagné la guerre? Ils n'ont plus rien. Alors, Khomeini est mort. Enfin, Khomeini père est mort quand même. Oui, c'est un dirigeant, il est mort. Le roi est mort, vive le roi. Mais ça, c'est rien. C'est pas pour ça qu'ils ont perdu la guerre. Comment ça, ils ont gagné la guerre? Mojtaba étant le fils Khamenei. Comment ça, ils ont gagné la guerre? Donc la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. D'accord? Oui. Donc quand on fait une guerre, on a des objectifs de guerre. Oui. C'est d'ailleurs un des problèmes en Occident, parce qu'on a de plus en plus de dirigeants, on voit les Européens en Ukraine, comme les Américains qui ont du mal à définir des objectifs de guerre. Donc on ne sait pas trop où on va, alors qu'on voit les Iraniens ont défini des objectifs de guerre. Qui sont? Je vais y arriver. Les Russes ont défini des objectifs de guerre en Ukraine. Qui sont la conquête de jusqu'au Dniepr, voilà, tout simplement. Éventuellement Kiev, il y a une discussion. Tout simplement. Voilà. Mais c'est honnête. On est au courant, il n'y a pas tellement de surprise. Bon. Et là, les objectifs de guerre. Donc, les objectifs de guerre annoncés par les États-Unis. Régime change. Democracy. Non, mais régime change. McDonald's. Oui, démocratie. Freedom. La démocratie. Comme en Irak. Il n'y a pas de régime change. Non, depuis cette semaine. Il n'y a pas trop. Il n'y a même pas une désertion. Dans ceux qui ont survécu, dans les dirigeants, il n'y a pas de désertion. Il n'y a pas un qui s'est barré quelque part en Azerbaïdjan. Est-ce qu'ils peuvent vraiment se barrer en même temps? Non, mais ça se fait, ça arrive. Des gens qui... Mais il n'y en a pas. Moi, ça ne m'étonne pas. Il n'y en a même pas un à sortir à la caméra. Je pense demain, la France, elle est en guerre, Macron, il meurt, il y a le Braun-Pivet, elle reste. Tous les jours à l'Assemblée, elle est là. Le Cornu, il ne bouge pas. D'accord. Gabriel Attal, il va dans le maquis, ils restent tous. Ouais, je ne sais pas s'ils ont l'engagement des gardiens de la Révolution, mais tous. Donc, on a ça, ok. Deuxième objectif. Supprimer le nucléaire iranien. Mais il avait déjà été supprimé. Il avait déjà été oblitéré avant. Mais il faut le réoblitérer. Mais là, il faut trouver les 440 kilos d'uranium enrichi qu'ils ont trouvé. Ah, ok. Donc, ils sont toujours là. Tout le monde sait qu'ils peuvent, si jamais les centrifugeuses ont été détruites, elles peuvent être reconstruites. Donc, c'est raté, d'accord. Raté, il n'y est pas. 3, c'est supprimer les capacités balistiques
Ça, c'est la demande Oui. d'Israël. Oui. Des Iraniens, pour le moment, ils prouvent que rien n'est supprimé, puisqu'ils continuent à taper un peu partout. Au hasard, c'est le bordel, mais ça a Pas au toujours été le hasard, ils bordel. tapent très très bien, en fait. Ah ouais C'est très précis. Ouais, c'est précis, c'est plus que C'est précis. beaucoup plus très précis. Ils ont détruit un AWACS sur la base du prince sultan en Arabie Saoudite. Un AWACS, quand même, ça coûte cher. Tous les radars, pour se rendre compte, les radars, ils coûtent entre 1,5 milliard et 1 milliard. Mais en fait, c'est ça qui m'a impressionné, 13 moi. radars. Selon le New York Times, c'est pas Kuzmanovic dans sa boule de cristal. Selon le New York Times, donc c'est encore pire. Mais selon le New York Times, 80% des 13 bases américaines dans le Golfe sont en partie enfumées, sont détruites. Mais c'est ça qui m'a impressionné. Comment ça se fait que l'Iran soit. Enfin, ils ont sûrement un service de renseignement extraordinaire parce qu'ils arrivent à chaque fois à savoir à peu près où il faut taper. Pour moi, ils étaient un peu isolés, quoi. Je les voyais pas avoir un service de renseignement aussi efficace. Oui, alors il faut arrêter d'écouter le CI. Déjà. Oui, bon, d'accord. Ça permettra de, Ok. de vivre mieux le monde. Donc l'Iran, c'est ce petit pays qui est droit grand comme 3 fois et demi la France. Et qui Le petit pays qui monte dans le silence des médias. Oui, 91 millions d'habitants. Oui. Hein, une paille. Une paille. Pas grand-chose. Qui est un peu une des premières civilisations de l'humanité. Oui. Hein, 5000 ans d'histoire. C'est vrai qu'il y a eu les Perses, il y a eu tout ça. Ah, oui, les C'est vrai Perses, qu'il y a eu les deux, trois Parthes, trucs. les- C'est vrai qu'il y a eu deux, trois trucs. les Safavides. Non, c'est bien quand même. C'est une vieille Darius, Alexandre, les Thermopyles. Tout ça, c'est les mêmes bonhommes. Hein, c'est les Perses. Au cas où. Mais c'est les Grecs qui ont gagné. Hein. Oui, mais Attention, hein. avant, les autres avaient gagné. Puis après, Non, il n'y a que les Grecs qui ont gagné. Mais après, il y a le premier triumvirat dont on parlait Oui, tout à l'heure. oui, bon, Crassus, il veut faire comme. Oh là là, on va trop loin. Non, mais Crassus, il veut faire comme César, qui a conquis les Gaules, il veut conquérir les Parthes. Bon, sauf que c'est comme ça qu'il a fini, avec le chef Ouais, des Parthes qui lui a mis ça, fallait pas y de l'or aller. fondu dans le gosier. C'est comme ça que Crassus est mort. Ah, Des c'est fois, pour il la ne page. faut pas y aller. C'est pour le moment culturel. Il faut pas y aller. C'est une civilisation à part entière. Et dans son travail, la défaite de l'Occident, Emmanuel Todd avait analysé l'effondrement des études scientifiques dans les pays occidentaux. Et après, avec Emmanuel Todd, partant de ses travaux, on a discuté avec lui de l'évolution de l'Iran. Et l'Iran, avec 91 millions d'habitants, produit par an Les autant ingénieurs, bien sûr. d'ingénieurs que les États-Unis, qui ont plus de 330 millions d'habitants. Autant. C'est pas que des cons. Et donc, comme les Russes sont les seuls, avec les Chinois, mais c'est eux qui étaient à l'initiative avec les Russes devant, mais les Iraniens pas très loin derrière, à faire les missiles balistiques, les missiles hypersoniques. Et donc l'Iran, c'est les Anglais du début de la guerre de 100 ans. Ok. Il y a un autre article, travail qui s'appelle Azincourt 2.0. J'ai un pote qui vit à Londres. Les Anglais de 2025 aussi, un peu, hein, dans certains quartiers. Hein, mais bon. Développe. Mais bon, c'est. Développe. Non, mais aussi, Oui, la bataille d'Azincourt, c'est en nombre inférieur des archers, une armée d'Anglais principalement composée d'archers anglais et gallois surtout, menée par le roi Henri V, écrase la fine fleur de la chevalerie française. Oui, c'est que l'armée américaine, ils ont inventé l'arc. Ouais, là, Donc, ils ont inventé des très beaux arcs. Oui, mais l'armée américaine, et là c'est intéressant, c'est que cette guerre est la confirmation de ce qui se passe en Ukraine, mais en accéléré, cette guerre en Iran, c'est le changement de paradigme complet de la guerre. L'armée américaine, aussi puissante soit-elle, $1 trillion de dépenses, 1000 milliards tous les ans, puis il a augmenté de 5% en 1500 milliards, puis Texas a encore demandé 200 milliards, donc on est au-delà de tous les pays. C'est-à-dire que c'est plus de la moitié de... Les États-Unis, c'est la moitié des dépenses militaires mondiales. Voilà, comme ça. Tous les autres pays derrière, Chine, Russie compris. Bon. Mais ils ont une armée de type Deuxième Guerre mondiale. Des porte-avions, des avions, des armées, des bases militaires. Les Iraniens aussi, enturbanés soient-ils, et dans des sables, et rétrogrades sur bien des aspects, ont une armée du XXIe siècle. Elle est basée sur des drones et des missiles balistiques et des missiles hypersoniques, et ils font la nique à la première puissance militaire mondiale en détruisant ses bases dans le Golfe, en faisant en sorte que le porte-avions de Gerald Ford a eu des problèmes de toilettes, et puis quel malheur quand même, hein, la laverie de la... J'ai envoyé Mokhtar pour qu'il pirate les chiottes. Oui.
Et la Non, mais laverie, il s'est passé quoi? et surtout la Tu laverie. crois que c'était fake, genre Bah, le problème, le Gerald Ford a quitté le Golfe Persique après pour aller en Crète, et maintenant il est en réparation en Croatie, Ouais. parce que il y a un incendie dans la laverie. Why not? C'est peut-être possible. Peut-être qu'il y a un incendie dans la laverie. Peut-être qu'il s'est pris des pélos. Mais l'Abraham Lincoln, qui est l'autre porte-avions, lui s'est reculé de plusieurs centaines de miles, de centaines de kilomètres, L'incendie, il peut prendre aussi. pour Hein. être hors de portée des missiles. Les bases sont détruites. Au début de la guerre, vous vous souvenez, on a eu des avions KC-135 de ravitaillement américain qui sont tombés, ils ont rencontré des oiseaux, ils n'avaient pas de chance, ils sont croisés dans le sport. Mais au bout d'un moment, là, récemment, il y a eu le sauvetage d'un pilote d'un F-15 Eagle qui est tombé, le deuxième pilote. Bon, en dehors du fait qu'ils ont mis 480 millions de dollars, un demi-milliard, à aller chercher, le nombre d'aéronefs perdus est inégalé en une journée depuis la guerre du Vietnam. En avion, en A-10, en hélicoptère, c'est délirant la perte. Selon les médias israéliens, officiellement, les médias israéliens, 80% de ce que tirent les Iraniens passe. Non, comme la guerre des 12 jours. Parce que c'est un dépassement technologique. C'est toujours la question du bouclier et de l'épée dans la guerre. Là, aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs en Russie. En Russie, là, il y a plusieurs... L'autre jour, des missiles sont tombés sur Bryansk. Il y a des drones ukrainiens qui passent alors qu'ils sont en slip comparativement russes. Pour le moment, le bouclier est inférieur à l'épée qui est drone, missile, et ne parlons pas du missile hypersonique, et ne parlons pas des trucs horribles qu'ont les Russes. Alors que c'est les Américains qui sont censés être l'épée, puisque c'est eux qui attaquent. Oui, et ils sont défaits. Et donc, aucun des objectifs américains n'est atteint. Donc, quand tu lances une guerre et que tu n'atteins pas tes objectifs, tu as une défaite. Les Iraniens gagnent en n'ayant pas de régime change, en imposant la destruction des bases américaines et juste en survivant et en créant une situation économique mondiale dont on va parler, qui est catastrophique. Alors, est-ce que c'est les objectifs des Américains qui ne sont pas atteints ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas encore fait une mise à jour de leurs objectifs? Dans le sens où l'objectif, c'était quand même la mort du leader Khomeini Papa. Oui, c'est pour qu'il y ait un régime change. Pour que le régime change. Bien sûr, non, mais évidemment, il avait 84 ans. Sa mort ne voulait rien dire, mais effectivement, pour qu'il y ait un ans. régime change. Mais est-ce qu'en fait, ils ne se sont pas gourés sur ça? Est-ce que c'est pas l'erreur principale américaine, c'est de se dire, avec sa mort, il y aura forcément un régime change? Si, on va y arriver. Mais c'était pas que sa mort. C'est beaucoup d'autres leaders, c'était pas le seul. Oui, il y en a plein qui sont morts. C'est la troisième phase de décapitation, encore une fois. Je pense que c'est une erreur lourde du Mossad et de Netanyahou. Alors, parce qu'on se demandait pourquoi cette guerre, aussi. Oui, quel est l'intérêt de chacun d'ailleurs? Quel est l'intérêt de chacun? Non, quel est l'intérêt de chacun? Vas-y. L'intérêt d'Israël, on le voit très C'est pas bien. du complotisme, c'est une théorie. Autant l'intérêt d'Israël, on le c'est la comprend. théorie. Bah, même Israël, c'est compliqué. Hein. Israël, c'est pas terrible. La situation de Netanyahou est très mauvaise, là, en fait. Netanyahou. C'est-à-dire politiquement? Oui. Est-ce qu'il est Parce que vivant déjà? il y a 80, allez, j'exagère un tout petit peu, mais Oui, en fait, l'IA, ça n'a pas marché. 90% de la population israélienne est derrière Netanyahou pour vaincre l'Iran. Oui. Ok. Vaincre. Ah oui. Pas se retrouver faire la avec paix. un régime Ok. de chaud lapin, avec leurs missiles en place, avec un nouveau leader qui est le fils de l'autre, Mojtaba, qui donc maintenant a le pouvoir religieux et juridique pour lever la fatwa de Papa sur la fabrication d'armes nucléaires, puisque Papa, en 2003, Ali Khamenei, le pas gentil, avait fait une fatwa en 2003 interdisant la production d'armes nucléaires. Elle peut être levée maintenant, et moi, encore une fois, c'est une question de géopolitique, hein. C'est pas une question d'amour. Ça s'appelle une théorie. Chefs. Non, mais c'est pas une théorie. C'est pas un amour des dirigeants iraniens. C'est si vous êtes dans leur botte. Qu'est-ce que vous faites? L'Irak renonce à son programme nucléaire. Saddam Hussein a fini pendu avec 2 guerres dans les pattes. Kadhafi renonce à son programme nucléaire. Il plante sa tente dans l'Elysée, ça l'a pas beaucoup aidé. Il a fini au bord d'une canalisation coupée en morceaux. Dépecé. Kim, il a fait l'arme nucléaire. Kim Jong, hein, le leader de Corée du Nord. Personne ne l'embête. Ça va être une très forte incitation pour les prochains dirigeants iraniens. Ça, c'est très grave même pour les autres pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on insiste. Cette guerre, et c'est là que c'est une catastrophe, c'est que cette guerre va être une incitation. On pourra aller plus loin, mais
ça va être incitation fondamentale à la prolifération nucléaire. En gros, le message est donné, il est simple, c'est une catastrophe de la politique internationale de l'Occident depuis 40 ans, et en particulier des États-Unis. Le message est donné, tu as une arme nucléaire, on ne t'emmerde pas. L'Arabie Saoudite va y songer fortement, le Japon, ça on en discute au Japon aujourd'hui, la Corée du Sud, vu que les Américains ont pris des systèmes d'armes, comme c'est la catastrophe, ils ont ont enlevé désarmé, des systèmes d'armes, ils ont Patriot désarmé, et THAAD. THAAD, c'était HAAD, c'est les trucs qui abattent les missiles balistiques nucléaires, enlevé de Corée et du Japon pour les mettre là-bas, alors qu'ils devaient faire le pivot asiatique. Donc, pour les Japonais et les Coréens, ils se retrouvent sans le soutien de tonton, donc le Sam, face à des Chinois ou Taïwan. Voilà, Taïwan. D'ailleurs, la chef de l'opposition taïwanaise est allée en Chine et ils étaient copains comme cochons. Oui, là, ça y est, les relations sont reprises. Non, mais ils se sont dit, bon, ok, c'est bon, c'est plié. Le choix, il n'était pas non plus... Une des conséquences, c'est qu'ils n'ont plus l'hélium qui vient, donc ils vont plus pouvoir faire des microprocesseurs. Bon, mais on y reviendra au problème économique. Donc, les Japonais, les Coréens et Taïwan se disent, comme alliés, les Américains, c'est pas terrible. Ils enlèvent des systèmes d'armes. En fait, ils devaient renforcer ici, et ils se barrent. Et en face, il y a la Chine qui a l'arme nucléaire, qui est puissante. Et il y a la Corée, en face des Coréens, il y a la Corée du Nord qui a l'arme nucléaire. Pas sérieux. Bon. Et ils vont se dire, peut-être c'est bien qu'on ait l'arme nucléaire aussi. Comme ça, les Coréens du Nord, quand on est en Corée du Sud, ne nous embêteront pas. Les Japonais vont se dire, au moins les Chinois, ils vont réfléchir 2 fois, vont faire n'importe quoi. Et c'est la pensée logique. C'est pas du complotisme, c'est logique. Tu veux pas être emmerdé. Alors, je sais qu'en Occident, on trouve que les bons pays qui devraient avoir l'arme nucléaire, c'est la France, les États-Unis, l'Angleterre. L'Angleterre, un peu les Russes et les Chinois, avec les autres, non. Et c'est vraiment pas gentil vis-à-vis des Allemands, parce qu'ils la méritent aussi, voilà. Voilà, mais ils la veulent d'ailleurs, hein, ça se discute en Allemagne. Maintenant, vous avez vu, vous avez entendu, les Allemands en parlent. Et pas que d'avoir des bombes françaises. Ils veulent redévelopper leur nucléaire à eux. Et ils sont cohérents, ils voient le monde dans quelle direction il va. Ça va être le mouvement. Donc c'est une guerre qui va produire de la prolifération nucléaire. C'est-à-dire l'échec complet de tous les objectifs initiaux. Donc oui, c'est une victoire iranienne. Alors, c'est une catastrophe pour l'Iran, en tant qu'Iran, parce que en tant qu'Iranien, bien sûr. ça intéresse personne ici, mais on est à 3,8 millions de réfugiés internes en Iran. Alors, tous ne sont pas des gens qui crèvent la faim dans un désert. Beaucoup sont partis chez Mémé ou dans la famille à la campagne, parce que si tu habites à Téhéran, bon, c'est pas le meilleur endroit pour tes enfants. Mais il y en a beaucoup qui partent où ils peuvent, dont les 5 millions d'Afghans. Parce que ça aussi ne nous intéressait pas du tout. Oui. Le HCR et les Iraniens accueillent 5 millions d'Afghans à l'est de l'Iran. Bon, évidemment, quand on est en guerre, quand on a des petits problèmes avec les États-Unis et Israël, bon, s'occuper des Afghans, ça en a un peu rien à faire. Ouais. Et puis, si on est un petit peu comme ça... Et ils vont où, ces Afghans, après ? Si on les envoyait embêter les blancos là, en Europe, parce que... Ils sont pas sympas avec nous. Allez, zou, cassez-vous. Hein, autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes non plus dans ces camps. Donc, c'est beaucoup des jeunes hommes. Ils sont en train de dégager par ceux qui ont été les plus malins sont partis immédiatement à travers l'Arménie et la Turquie, puisqu'ils sont frontaliers de l'Iran. Bon, voilà, donc c'est une crise migratoire ahurissante. Les infrastructures en Iran sont considérablement détruites, civiles. Et ça indique bien que c'est une défaite. Et je voudrais que ce soit clair pour tout le monde. Je prends l'exemple à chaque fois. Mais c'est une défaite pour l'Iran, du coup ? Mais c'est une défaite pour les Iraniens. C'est-à-dire que les Iraniens... T'as dit tout à l'heure qu'ils avaient gagné la guerre. Le régime, non. Le régime a gagné. En place. Militairement, ils gagnent la guerre. Et stratégiquement, la position... Ça, c'est tous les analystes stratégiques le disent. La position de l'Iran est bien meilleure. Si ça continue comme ça, ils vont avoir une mainmise sur les pays du Golfe. Mais par contre, au niveau civil, Mais au niveau civil, ça va douiller. Il va falloir des années pour reconstruire les routes, les ponts, les usines, les hôpitaux, les écoles. Oui, pour le point de vue de la population, c'est pas terrible. Guerre de Serbie. Enfin, guerre du Kosovo, 1999. Pour vous dire, parce que les gens se disent oh, les Américains ne peuvent que gagner. Là, ce conflit a commencé avec 450 aéronefs. Donc, c'est une campagne aérienne exclusivement. 450 aéronefs. De quel côté ? De quel côté américano-israélien, dont 300 avions de combat, d'ailleurs qui peuvent lâcher des bombes. En 1999, c'était tout l'OTAN
1100 avions, dont 800 avions de combat, pour bombarder un pays qui est 20 fois plus petit que l'Iran, 11 fois moins peuplé, et beaucoup moins montagneux. Parce qu'en plus, l'Iran, c'est un peu la moitié du pays quand même, qui est 3 fois et demi plus grand que la France. Hein. Donc, on a une idée quand même du bordel. Ben, c'est comme si vous aviez 3 fois et demi la France, mais sur la moitié du pays, vous avez les Alpes. Hein, puis les montagnes, il y a une moyenne de 2300 mètres à plein d'endroits. Sinon, c'est 1700. C'est horrible, géographiquement. Hein. Bon. Eh bien, le petit pays Serbie, enclavé, soutenu par personne, pas la Russie, pas d'alliés internationaux, 800 avions de combat, 20 fois plus petits, 78 jours de bombardement. Et à la fin, on se rend compte que l'armée serbe a été détruite et attritionnée en matériel à moins de 10%, entre 5 et 10. Retour de combat américain. Et ils se sont rendus compte au bout d'un certain temps, et ils se sont dit, ça marche plus, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout casser, les raffineries, les ponts, les usines de lait. Et donc, l'Iran, juste pour dire, l'Iran gagne stratégiquement, militairement. Mais sur les questions de population et les questions civiles, c'est dur. Ils ont un petit avantage comparé aux Serbes de l'époque, c'est qu'ils ont la Russie et la Chine derrière. Et qu'ils participeront évidemment à la reconstruction de l'Iran. Mais néanmoins, pour les Iraniens, c'est dur. Comme la majorité des habitants toujours présents dans la capitale iranienne, ils ont consolidé leurs fenêtres avec du ruban adhésif et essayé d'anticiper des frappes massives. On a décroché les miroirs et tout ce qui peut se briser sous l'effet des frappes. On a fait des stocks d'eau potable. On est prêt aussi pour des coupures d'électricité. Et on a préparé des sacs d'urgence avec nos papiers et nos médicaments s'il faut partir vite. Téhéran, depuis un mois, n'est plus qu'une ville fantôme, avec ses rues désertes, ses commerces aux rideaux baissés. Les habitants qui en avaient la possibilité sont partis se mettre à l'abri à la campagne. Avec les menaces virulentes de Donald Trump, la capitale se replie encore un peu plus sur elle-même. Cette mère de famille qui veut garder l'anonymat nous le confie. Elle ne s'habitue pas à la peur. Et ses enfants qu'elle protège de la caméra sont terrorisés. C'est impossible de s'accoutumer au bruit des bombes. À chaque déflagration, on se demande ce qui va se passer, où la prochaine va tomber. C'est angoissant. Ma plus jeune fille a très peur. Elle se bouche les oreilles, elle se réfugie dans mes bras. Il faut que je la rassure et que je sois forte pour elle. Dans le pays, beaucoup d'Iraniens ont souhaité la guerre. Mais son mari s'inquiète de plus en plus des outrances du président américain. Trump est tellement indécis. On ne sait pas ce qu'il nous réserve. Ce qu'il peut décider, on ignore quel est son plan. Qu'est-ce qu'il va faire de nous? On ne sait même pas si on sera vivant demain. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si je pense que cette guerre est une bonne chose ou pas. Le père de famille suit avec fébrilité les informations à la télévision d'État. Comme cet autre habitant que nous avons pu joindre par téléphone aujourd'hui. On a le sentiment que l'Amérique va tout détruire et qu'Israël veut raser l'Iran comme Gaza. Il n'y a plus la confiance en Trump qu'il y avait au début. On n'a jamais demandé ça. Aujourd'hui, soit on est tué par Trump, soit on est arrêté par le régime. C'est ça notre choix. Il faut s'imaginer être iranien. T'as une bonne tête d'ailleurs. Sûrement des ancêtres. Pas loin. C'est pas loin géographiquement. Pas mal aussi. Ouais. Petite chemise. Bon. Et toi, il y a Mezouza. Bon, il y a Mezouza de l'autre côté. Il y a ouais, Mezouza, je pense. C'est vrai qu'il y a Mezouza. Encore une fois, il faut faire l'effort de ne pas être occidental au sens analyser les choses en termes idéologiques, Bien sûr. mais réalistes. Et si on se met dans la peau d'un membre du gouvernement Iranien. Voilà, un Iranien aujourd'hui, son histoire, c'est la suivante. Après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a fait une guerre civile, une famine organisée qui ressemble à celle de Holodomor, on en parle beaucoup, mais qui a tué des millions d'Iraniens. Ça agace. 1953, société très, très occidentalisée iranienne, élection démocratique, le parti Toudé de Mossadegh remporte les élections, et cet homme-là a une idée complètement débile, hein, évidemment. Il se dit que le pétrole et le gaz qu'il produit en Iran va servir au développement de l'Iran, donc on nationalise. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche. Il ne faut jamais nationaliser. Bing 1953, coup d'État. Ça s'appelle l'opération Ajax, menée par la CIA et nos amis du MI6 britannique. Et il le renverse et il trouve un gars qui est très bien, c'est le Shah d'Iran,
Il était déjà là, mais Qui était aux États-Unis déjà. Non, non, Ah non, il Chatillon, était pas encore. non, Il était pas encore. il était en place là-bas, mais c'était un roi constitutionnel, avec peu de pouvoir, et il donne plein de pouvoirs, et il l'aide à créer une police politique qui s'appelle le SAVAK, qui va tuer des dizaines de milliers d'opposants de gauche, de syndicalistes, d'étudiants, et en mettre plein en prison, des dizaines et dizaines de milliers émigrent à travers l'Europe. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, le papa de Sarah Wagenknecht, la leader allemande, est un étudiant iranien, c'est pour ça qu'elle s'appelle Sarah Wagenknecht, et elle a perdu son papa à 4 ans parce qu'il est retourné en Iran, et ben, pouf, elle a disparu. C'était le Savak. Et donc en 79, révolution islamique, avec un leader Khomeini, qui était dans le sud de la France. Hein. Il y a des articles dans le New York Times, c'est vachement bien, où ils disent Khomeini, il est modéré, c'est un gars bien et tout. Oui. Il était à Nice, tout allait bien. Ouais, tout allait bien. Ça allait bien. Donc il arrive là-bas, Côte d'Azur. et puis il se passe des trucs à l'ambassade des États-Unis. Il votait étranger et tout. C'était bien, hein. Comme nous là. Ça se passe pas très bien. Et là, les États-Unis qui sont furieux parce qu'ils ont perdu la mainmise sur les pétroles et gaz iraniens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pousser Saddam Hussein avec les Français. Mitterrand joue un grand rôle là-dedans pour faire la guerre Irak-Iran de 80 à 88. 1 million de morts, 3 millions de blessés, et Donald Rumsfeld qui va finir ministre de la guerre, de la défense de Bush, lui sera celui qui sera envoyé en Irak pour fournir des armes chimiques qui serviront en même temps à tuer les Kurdes dans le nord. C'est un massacre horrible par Saddam Hussein, et est utilisé sur l'armée et les populations iraniennes. Tu la mauvaise un peu quand tu es iranien. Hein. Puis après cela, après c'est les sanctions, donc c'est des dizaines de milliers, des dizaines de milliards de dollars qui sont séquestrés par les États-Unis. C'est les politiques de sanctions, ce pourquoi les BRICS ont été créés, entre autres, pour ne plus subir cela. Et puis, au début des années 2000, c'est les longues négociations auxquelles acceptent les Iraniens. Encore une fois, je ne suis pas fan du régime des mollahs. C'est des mecs en turban qui... Bon, c'est un peu... je suis laïque. Tu te mets du point de vue de la population de ce qu'elle a subi. Mais non, je parle des dirigeants. Ils acceptent de négocier avec les Occidentaux. Et là, on a les accords de Vienne sur le nucléaire iranien. En anglais, JCPOA, qui aboutissent en 2015 sous Barack Obama. Excellent truc. Excellent. Un peu de levée des sanctions sur l'Iran. Iran un peu de l'argent qu'ils ont volé illégalement aux Iraniens. Et les Iraniens disent on ne va pas faire d'armes nucléaires, c'est la fatwa, c'est le suivi de la fatwa de 2003, mais en 2015, et c'est négocié avec les Américains. Mais qu'ils l'ont respecté. Américains, Iraniens, Français, Anglais, Russes, Chinois, Allemands. Une énorme des validations au Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est respecté. Les agents de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ils disent va pas sur les sites. Ça. Non, tout était bien observé, tout était bien suivi. Non, mais en 2017-2018, tout marchait bien, ça faisait 2 ans. Arrive Donald Trump 1. Et je le répète parce qu'il y en a sûrement ici qui pensent que Donald Trump, qui ont dit beaucoup dans sa première présidence, le président qui n'a pas fait de guerre. Moi, je rappelais, dès que j'avais l'occasion, sous Joe Biden, que oui, Donald Trump n'a pas engagé de guerre, mais il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël de manière unilatérale, ce qui a été un tollé et provoqué le conflit un peu plus avec les Palestiniens. 2, il est sorti unilatéralement des accords de Vienne sur le nucléaire iranien, en disant « c'est pas un bon accord, c'est nul à chier, je sors ». Les Iraniens, encore une fois, on se met dans la botte des Iraniens, 15 ans de négociations, les mecs ils sortent comme ça, unilatéralement, alors que l'AIEA à l'époque dit « tout va bien ». Donc évidemment, ils se disent « bon, ils nous font un peu chier ». Donc ils se mettent à développer leur programme nucléaire et à enrichir l'uranium jusqu'à 60%. Beaucoup de gens disent que... Oui, mais ils peuvent dire des conneries. Est-ce qu'ils ne le faisaient pas déjà en sous-main? Tout ce que je dis, c'est tout à fait... Mais non, parce qu'ils étaient sous contrôle. Et il faut bien comprendre que les Russes ont été et sont parmi les plus métalliques sur la non-prolifération nucléaire. Ils ne veulent pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. Ils veulent que personne ne l'ait, à part eux. C'est un peu comme les Américains et les Français. Ouais. À un moment donné, voilà, stop. Ils surveillent tout ça, ils ne veulent pas. Et aujourd'hui, c'est un des leviers de sortie de la crise iranienne. C'est les Russes et les Chinois n'ont pas tellement envie que les Iraniens se retrouvent avec l'arme nucléaire.
Ouais, parce qu'en plus, c'est l'équilibre vraiment des tout- puissances, après, il est encore bouleversé et ça les non, arrange pas ça des sera- masses. Ouais. Mais bon, on s'y dirige Ça les arrange pas des masses non directement. plus. Et là-dessus, on rajoute ce que je vous ai dit. 3 négociations. Soleimani, qui est tué, assassiné, alors qu'il était en déplacement pour une négociation en Irak, éliminé par Trump, qui fait j'ai tué Soleimani, c'est super. Et puis, début de la guerre des 12 jours, en juin 2025. Et puis, le 27 février, négociation. Du côté iranien, mais sérieux, en fait. Ouais. Non. Et puis si on se penche sur le côté religieux, je suis désolé, mais moi, les gens qui se mettent autour de Donald Trump, ils mettent la main comme ça, là, autour, et qui font des prêches auprès des soldats américains en disant qu'ils se battent pour le second retour de Jésus, moi, ça m'inquiète un tout petit peu. Parce que pour le moment, les Iraniens n'ont pas d'armes nucléaires, les autres, ils en ont. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Bon, après, il y avait quand même une grosse répression de la population en Iran, etc. Il y a aussi quand même tout ce côté-là. Ah, mais que sont des crapules? Ah, ça, Non, il n'y mais a pas de c'est- sujet. mais c'est pas le sujet. C'est vrai que c'est Mais pas le sujet. hein. je pense que Il faut envahir tous les pays qui traitent mal leur population. Là, il faut vis-à-vis envahir de l'Arabie Saoudite, le Qatar. Ça va être long. Hein. la France. Bon, bah, beaucoup plus. Non, l'Arabie Oh Saoudite, là. le Qatar. Ouais. Non, Démocratie, mais hein. sérieusement, cette guerre et tout ce qui est fait avant est un frein à l'évolution de l'Iran. Il faut bien comprendre que le régime des mollahs, la République islamique d'Iran, avec les Bassajides là, qui vérifient que les femmes portaient bien les voiles. Alors déjà, ça fait 3 ans qu'ils ne portent plus vraiment dans les villes comme Ispahan ou Téhéran. Et ceux qui ne veulent pas porter les voiles ne le portent pas. Suite au problème qu'a eu cette femme kurde qui a mal porté son voile, qui a été tuée. Ouais. Bon, depuis, ils sont un peu calmés. Mais c'est normal. Ils ont fait une société où ils forment plein de gens. Ils sont très très loin devant nous dans les classements PISA, en particulier en mathématiques. Et 60% des ingénieurs qu'ils forment en masse sont des femmes. Donc, c'est pas l'Afghanistan. C'est pas des femmes qui sont maintenues dans la cuisine avec des casseroles et qu'on frappe avec surtout qu'on les apprenne même pas à lire et à écrire. Non, c'est hautement éduqué. Une société hautement éduquée, même si elle est très réactionnaire, à force, ça craque parce que les gens lisent des livres. C'est assez bête quand même. Et on aurait continué les accords de Vienne sur le nucléaire iranien. On aurait levé les sanctions. Les vols auraient été plus ouverts, mais il n'y a aucune chance. La société iranienne est en voie de sécularisation. Tous ceux qui analysent les sociologues de la religion le montrent. Et dans les grandes villes, les mosquées sont vides. C'est comme Notre-Dame de Paris. Les gens ils vont pour visiter, vous se disent que c'était beau avant. Et puis, c'est dans les coins reculés que les gens vont prier en étant très, très religieux. Et là, ce qu'on a fait, et ça, c'est délirant, je serais iranien opposé au Mollah, souhaitant un changement. Mais je maudis Israël et les États-Unis pour me bombarder, ça c'est 1. 2, mais c'est des héros maintenant. Ouais. Et regardez Ouais, là, l'Iran, La les guerre de gardiens de l'image. la Révolution, la Incroyable. guerre de l'image, Ouais, ils l'ont gagné. c'est du jamais vu. Ils l'ont gagné. Et les gars, ils partaient pas avec comme on disait tout à l'heure, Armand, ils partaient pas avec des points, quoi. Quand on a fait les sommets avec Pedro, mon compère, là, à Fréquence Populaire, les sommets des BRICS, à Kazan en Russie ou à Rio, t'es à Rio de Janeiro, avec les Brésiliens, la délégation iranienne, c'est pas celle qui soulève les foules. Avec les turbans, bon, c'est un petit côté Star Wars. Les femmes sont quand même très très voilées, de la délégation. Bon, c'est tristounet, quoi. Tu te dis pas, c'est le prochain endroit où je vais aller en vacances. Il leur manquait là- l'IA, quoi. Il leur manquait l'IA et de l'ego. Là, c'est champion dans le monde. Mais c'est champion Pas non parce plus le qu'il- prochain endroit où j'irai en vacances quand même. Non, mais c'est champion de la résistance aux États-Unis. Et c'est d'une telle force qu'à un moment, il faut bien se rendre compte des effets. Voilà. Là, justement, les effets. Ah oui. On va en parler, Eh les oui. effets pour nous. Ça va durer combien de temps ces conneries? Est-ce qu'on va arriver à 3 € le litre? C'est quoi les scénarios optimistes et les scénarios pas optimistes? Donc, je vous disais en début d'émission que j'ai jamais été aussi inquiet. Ouais. Euh, C'est ta nature anxieuse, ça. Enfin, moi aussi, je suis oui, inquiété au je prendre le suis- litre. je suis un peu d'origine slave, donc on est naturellement porté à l'anxiété, qui est soignée par la musique tzigane et la vodka. Mais bon, il n'y en a pas. On fait comme on peut. Non, humour Et miel. on accueille Erga qui va nous chanter une magnifique chanson de musique. Elle est disponible. Maintenant, oui, je pense. Humour mis à part, non, la situation est mauvaise. Donc, ce matin, on enregistre le 14 avril. Mhm. J'y arrive.
Ce 14 avril, Fatih Birol, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, a déclaré que nous sommes dans une situation qui est pire, déjà, que la crise énergétique de 1973 et de 2002 réunis. 2002, attaque de l'Ukraine par la Russie. Oui, mais à chaque fois, 1973, premier choc pétrolier. C'est Donc il dit que c'est pire. Il dit que c'est pire, mais on le voit pas. C'était pas de Bah, là, on le à voit. la pompe. Bah, là, on le voit quand même. Hein. Je pense que les pays occidentaux, on est dans un... On est dans une bulle, dans un déni de réalité qui moi, m'est ahurissant. Surtout si on repense à ce qui s'est passé avec la crise Covid. Là, il y a eu un petit réveil momentané de se rendre compte que, en fait, comme toute l'économie est en flux tendu, tout à coup, il n'y a plus avoir de papier toilette. Oui, Il n'y a plus de masques, on ne produit pas de respirateurs et on est vite coincé parce que tout à coup, tout un tas d'autres pays, eux aussi ont envie de sauver leurs habitants et puis ils n'en ont rien à faire de Paris et de la France. Bon. Donc la situation est mauvaise. Pour le moment, elle se manifeste par une augmentation du prix de l'essence et un début d'inflation. Il faut vraiment comprendre qu'on est... C'est des chocs. C'est comme quand vous lancez un caillou dans l'eau, c'est un effet d'onde. Vous avez une première onde et puis ça se propage. Or, c'est exactement ça. C'est très très long, l'effet. Le directeur de l'Agence internationale d'énergie a précisé que jusqu'à maintenant, ça fait 7 semaines de guerre, en fait, tous les pétroliers qui étaient en route un peu partout dans le monde sont arrivés à leur place. Enfin, les cuves sont remplies. C'est maintenant que ça commence. Ils n'arrivent plus. C'est maintenant que ça va commencer. Bah alors, j'ai une question. Moi, je suis comme les gens qui nous regardent. Moi, je fais partie des gens qui roulent en diesel et qui fument des clopes, comme disait. Qui se chauffent au fioul. Qui se chauffent au fioul. Donc, je suis juste Moi aussi, je roule diesel. Je suis un gentil citoyen, en fait. Moi, on m'a dit, faut se vacciner, je me suis vacciné. Faut payer l'essence, je la paye. Je paye mes impôts. Là, il est à 2,30 € le litre. Ça ne fait que commencer. Il se passe quoi demain? Parce que... ok, j'habite à Paris, je gagne plutôt bien ma vie, mais... Merci. De rien. Mais il y a des gens qui gagnent quand même bien moins leur vie. Enfin, 2,30 € le litre, c'est quoi la suite? C'est-à-dire qu'il y en a qui sont déjà pas capables de tenir à flux tendu comme ça avec cette situation économique actuelle. Mais l'essence que tu payes, c'est même pas le problème le plus grave. 2,30 € le litre, je le rappelle. Ça peut être grave, 2,30 € le litre. C'est déjà... Dans la région parisienne, tu vas pouvoir te débrouiller. Oui, prendre les transports en commun, je fais partie marcher, de la régie, effectivement. Faire un petit coup de vélo, effectivement. Bah oui. Et puis dans les grandes métropoles... Ils ont fait des reportages, peut-être tu as vu BFM, ils font plein de reportages en ce moment, je pense que c'est le hasard, sur les bienfaits du covoiturage. Exactement. D'accord, on va non, faire mais ça. c'est pénible, covoiturage, toutes les inepties, là, les bus, les métros, Oui, les on RER. apprend à consommer malin. on peut se débrouiller quand même. Je me réveille déjà à 6h pour se lever à 5h. Ça ne veut pas dire que c'est pas pénible. Hein. Ça va être une souffrance pour les gens qui sont en grande banlieue parisienne, grande banlieue de Strasbourg, de Bordeaux. Bon, ça va être plus dur, plus long, il faut se lever plus tôt. Mais il y en a, on le sait, des Français qui sont dans des zones rurales, desservies, rurales. Bien sûr. Voilà, ça va être très, 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 très dur. Il va falloir effectivement organiser du covoiturage. Mais quand je dis que c'est secondaire, c'est qu'on ne se rend pas compte du problème à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est petit à petit arrivent dans les consciences les effets. Je vois, j'écoute les journalistes normaux, ils ont du mal à connecter les points. Là, on en est à la fermeture des détroit d'Ormuz. Mais on est déjà au-delà. Parce que la fermeture des détroit d'Ormuz, bon, ça bloque les choses, mais il y a déjà des installations énergétiques qui ont été détruites en Iran et dans les pays du Golfe. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si on rétablit, de toute façon, les trucs... Imaginons, la guerre recommence, on se détruit les uns les autres, les installations d'extraction d'hydrocarbures ou d'exportation, que le détroit d'Ormuz soit ouvert ou pas ouvert, s'il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui passe. What's the fucking point, comme dirait l'autre. Hein, Tristan Mendes France, qu'on salue. Donc, c'est problématique. Mais les problèmes sont multiples. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup du pétrole. Ouais. Mais il y a 35% des engrais alimentaires qui ne passent pas par le Golfe. 35% qui ne passent pas. Oui, pas qui sont bloqués, pareil, comme le pétrole. C'est-à-dire qu'il y a des pays où il n'y a pas de stock d'engrais
Ça devient compliqué. Quand vous n'avez pas d'engrais, parce que là, c'est les semis maintenant, vous avez 50% de moins de rendement. 50% de moins de rendement, on va faire simple. On a des stocks d'engrais, nous. 2 fois moins de gens en mangent. Non, on a des problèmes d'engrais parce qu'on n'est plus en relation avec la Russie et que ça n'intéresse personne ces histoires, mais plusieurs grosses usines de fabrication d'engrais en Europe ont fermé depuis la guerre de 2022. Pourquoi? Parce qu'il faut du gaz naturel et que ça coûte cher. Donc c'est fait ailleurs. Mais tout va bien puisque l'autre grand producteur mondial d'engrais, c'est la Russie. Donc tout va bien pour l'Europe, il n'y a pas de problème. Je suis sûr qu'on va s'arranger avec Vladimir. Oui, on dirait que c'est un malentendement. Et puis... Voilà, non mais blague mise à part, donc pour le moment on est mal parti, puisqu'on a Madame Mayekaya Kallas alors qu'on a une crise générale, donc la patronne de la géopolitique, de diplomatie européenne, dit qu'il faut encore plus contraindre les navires pétroliers russes. Mais ils ont des voitures, ces gens-là, c'est le pays du Hummer, je comprends pas. Oui, mais ils ont des voitures avec chauffeur, ça ne les intéresse pas. C'est mais... payé par la Commission européenne. Ils n'ont pas de voiture et ils payent rien, jamais. Ils reçoivent un salaire sur leur compte qui sert à, je sais pas, à gagner, acheter des maisons, des trucs. Mais ils ne payent pas de choses. C'est pas un stade où tu payes des choses. Les pays du Golfe, catastrophe. Catastrophe totale pour les pays du Golfe. Sont des sociétés, sont des pays qui ne sont pas faits pour accueillir autant de gens. T'es allé à Dubaï? Non. Moi, je suis allé à Dubaï 4 fois. Okay. Très sympa, tout à fait étonnant comme ville. Mais un excellent centre commercial géant. Vraiment, oui, mais j'ai fait du ski à Dubaï. Oui, parce que c'est un centre commercial. Donc oui, on m'y a emmené, il y a une piste de ski, j'ai skié. Pour moi, c'est pas une ville, c'est un centre commercial. Mais... tout ça est très amusant, on demande énormément d'énergie et d'eau, hein, donc il faut des usines de désalinisation, tout ça. En temps normal, tout le Golfe, toute la péninsule arabique permet à quelques dizaines de milliers de Bédouins de vivre en déplacement de puits en puits. C'est ça c'est ça le modèle. Point, il n'y a rien d'autre. 80% de la nourriture consommée dans les pays du Golfe vient de l'extérieur et est amenée principalement par bateau. Assez rapidement, les gens ont commencé à avoir faim. Et quand on parle des pays du Golfe, il y a tout un tas d'expatriés, une bonne partie est partie déjà. Il y a bien sûr les locaux, les princes, les cousins des princes et tout ça. Mais c'est des millions et des millions d'Indiens, de Pakistanais, de Philippins, de Malais qui travaillent, qui nettoient les toilettes, qui sont serveurs, qui sont cuisiniers, qui domestiques. Tout un tas d'emplois qu'il faut occuper et qui sont là, les pauvres gens. Si les usines de désalinisation sont attaquées, parce que c'est les menaces qui pèsent d'un côté et de l'autre, et ça a commencé déjà un petit peu à taper, et c'est ce que feront les Américains et les Israéliens si la guerre reprend, elle reprendra, il y aura la contrepartie iranienne. Vous pouvez ne pas manger pendant plusieurs semaines, c'est pénible, mais boire, c'est 3 jours. Il y aura des mouvements de panique sévères quand les usines de désalinisation vont être atteintes. Mais en dehors de ça, et je vous invite, je fais un peu de pub, ok? Bien sûr. Je l'ai déjà fait, mais je ne sais plus si je l'ai fait. Non, mais bien sûr, refais-la. Parce que je suis rédac-chef de Fréquence Populaire, donc on est copains, nos médias. Donc, si vous pouvez nous aider en allant sur YouTube et vous abonner. Vous avez tous les liens. Abonnez-vous. Voilà. Et on a aussi un portail numérique, donc là c'est différent. Le lien est à côté, puisqu'on fait cette vidéo en collaboration. Ah. Oui, mais le portail numérique, c'est fop.media, c'est de l'écrit, c'est du texte. Très bons articles. Il y a l'équipe, c'est très bien. merci. Il y a l'équipe de. Il y en a très souvent. Fréquence Populaire. Oui, on écrit tous les jours. Il y a des dépêches tous les jours. Et il y a on a des contributeurs externes, dont Jacques Sapir. Et Jacques Sapir nous fait des articles 3 fois par. Enfin, nous a fait 3 articles déjà depuis le début de la guerre, en incrémentant en fonction des événements, ses analyses sur les conséquences. Et lui aussi est d'accord avec le patron de l'AIE, la situation est catastrophique, mais il aborde un autre point qui n'est pas abordé encore, ça n'a pas encore atteint les consciences, c'est le problème de la pétrochimie. Okay. Le plastique, c'est fantastique. On est dans un monde de plastique. C'est absolument, quand on regarde qu'est-ce qui sont les éléments d'où vient
tout ça, là, ce micro, j'ai ton bonnet, Les la montres, bien sûr, le tout. téléphone, tout est Lui, il a rien, lui. Une montre, un téléphone. tout est composé, les voitures, tout est des bouts de chimie, Mhm. et c'est des chimies complexes. Tous les hydrocarbures sont pas les mêmes, tous les pétroles sont pas les mêmes, tous les dégradés de pétrole sont pas les mêmes, toutes les raffineries ne produisent pas les mêmes produits Ok. pétrochimiques qui doivent en plus derrière être traités. Et là, on a un choc chimique qu'on appelle Jacques Sapir. Jacques Sapir, qui est catastrophique. Et dont les effets sont exponentiels. C'est-à-dire, on peut vous dire, bon, on manque de 20 millions de barils de pétrole, ou on manque de, je sais pas, on n'a pas d'approvisionnement en tel ou tel matériau. Et dans mon téléphone, il y a ce bout-là, il y a ce bout-là, et c'est le matériau qui est bloqué. Mais ça veut dire que tout le reste, on ne peut pas le produire. Parce que tu ne peux pas le vendre, tu peux pas vendre un bout, ça ne marchera pas. Mais ça veut dire que tout va augmenter alors. Tout va augmenter. Tout va augmenter Parce que de la manière, rareté fait l'augmentation, donc tout exactement. augmente. Tout va absolument Donc augmenter. on aura plus de nourriture, plus d'eau, plus de téléphone. Non, pas plus, mais une inflation Ouais. sévère. Il y a des pays qui vont être bien plus grandes difficultés. Il y a des pays qui n'ont aucune réserve stratégique de rien. Je pense aux pays d'Afrique de l'Ouest. Passons au petit aparté sur... tout ça n'a pas été pensé stratégiquement, sur le cadeau qui est donné à la Russie. Alors, cadeau compliqué parce que je pense que la Russie et la Chine sont intelligents. Et la Chine gagne stratégiquement avec cette histoire. Et la Russie gagne financièrement et va avoir un avantage pour la guerre en Ukraine. Mais ils comprennent très bien, parce qu'ils sont sérieux, Xi Jinping et Vladimir Poutine et leurs équipes, eux, que ça va nuire à tout le monde, une crise mondiale. Parce que là, ce dont on parle, c'est une crise mondiale qui est pire que celle de 1929, qui a conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Oui, parce qu'in fine, les Chinois et les Russes ne sont pas non plus. Ils sont gagnants peut-être à court terme, hein, sur le long terme. Oui, Une crise mais mondiale, ça reste une crise à mondiale. la fin, il faut acheter les produits chinois. Il y a Bien sûr. plein d'usines qui vont fermer en Chine parce que les gens ne pourront pas acheter. Bah, c'est ça, voilà. C'est ça, c'est que c'est pas si bénéfique que ça. C'est un donc, effet domino qui, Bien à sûr. la fin, touche absolument tout le monde. Bien sûr. Donc les Russes qui ont besoin de trucs qu'ils reçoivent de la Chine ne pourront pas les recevoir parce que les Chinois vont... Enfin, bref, c'est vraiment la petit bout de la lorgnette de dire « Oh, les Russes, ils gagnent. » Oui, si ça dure un mois, c'est sympa. Oui, c'est ça, c'est dur. Ils ont gagné 10 millions en plus. Bon, super. Mais si ça se transforme en ce que c'est en train de se transformer, c'est mauvaise limonade pour tout le monde. Et à commencer pour les pays européens, parce qu'on a des problèmes un petit peu d'approvisionnement. Bon. Donc, choc chimique. On parle de médicaments, hein, les gélules pour les médicaments. C'est vraiment incroyable, la chaîne de conséquences. Et tout ça sont des choses qui ne se relancent pas en appuyant sur le bouton on-off une fois que ça s'arrête. Il faut reconstruire les sites, il faut reconstruire les lignes d'approvisionnement, les lignes logistiques, tout ça demande un temps fou. À l'état où on est, certains aspects demandent déjà 3 à 5 ans de reconstruction. De remise en état comme c'était avant le 27 février. Ok. Donc, on est dans D'un une point de vue situation- strictement français, on a combien de temps de stock, nous? Si ça dure 3 à 5 ans, par exemple, cette reconstruction, est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de tenir sans une inflation extravagante ces 3 à 5 ans de Non, on reconstruction? aura une inflation extravagante, on aura énormément de problèmes, d'autant plus qu'on a une dette colossale. Mais la France a un double avantage. Bon, ça demande des dirigeants un peu plus sérieux que ceux qu'on a actuellement. Edouard Philippe arrive. On a un double avantage, c'est que malgré que le monde agricole soit horriblement malmené, que les paysans vivent mal, vivent pas dignement de leur travail, qu'on a des exploitations qui servent à faire de la vente à l'étranger, la terre, c'est une puissance de la France et ça demande beaucoup d'efforts, de la réorganisation, C'est mais il y a moyen de se intéressant. nourrir. Ok, c'est intéressant. Donc, on Il y a un aurait effort un retour vers la rapide. terre. Quoi. D'accord. Bah, si on arrive dans une grave crise, la France a une capacité de retour vers la terre et de vivre de sa terre. C'est déjà pas mal, parce que si on mange, c'est bien. Hein. Sûr. Parce qu'il faut quand même manger. Il y a des pays où c'est plus compliqué. Deuxièmement, malgré les dérives de nos gouvernants, on a toujours le nucléaire qui fonctionne plus ou moins correctement, des barrages. Tout ça peut être amélioré, mais on a une base sérieuse qui permet de... et on peut, limiter les effets, on peut ok. amplifier, on ne part pas de zéro. Hein, si on est en Allemagne, C'est compliqué. Ouais, bah. pas niche. Et à hein, chaque fois, c'est- qu'est-ce qu'ils font? Ils envahissent les gens autour. Mais c'est vrai. Quand on parle de problème, l'Allemagne est en crise. C'est des gens, dès qu'ils ont des non, problèmes mais- d'argent, c'est emmerdant pour tout le monde. Hein. Oui, c'est emmerdant parce qu'ils sont nombreux, ils sont au milieu de l'Europe. Et Là, ils sont en train de rentrer en récession. Ça fait maintenant, ils sont en récession depuis un bout de temps. Ils sont en train de convertir leurs usines de voitures en usines d'armement.
Hein, puis, et comme il y a une relance à l'armement, bah, ça Ouais, va ouais. permettre de payer des trucs. Ils sont mauvais. Et, ça. Ils sont euh, mauvais. Quand l'Allemand est en crise, il recycle la Volkswagen en Panzer. C'est pour Monsieur- Ça sent mauvais. mais la Porsche, usine Porsche en char. Monsieur Merz récemment a dit qu'il fallait avoir la plus grande armée d'Europe. Et des lois sont passées pour que il y ait un contrôle sur les Allemands qui veulent partir plus de 3 mois à l'étranger. Et qu'ils aient un tampon des services Mhm. qui répertorient qui peut ou pas faire le service militaire. Comme on dit en bon français, ça pue du cul. Mais bon, hein, en général, d'abord, ça se passe pas du côté est de Russie, ça se passe chez nous. 3 fois de suite. Passons, c'est pas le sujet. Donc les conséquences économiques sont assez catastrophiques. Mais ça pourrait être pire encore. Ah, superbe. Ouais. C'est magnifique. Parce que là, Donald Trump s'est levé ce matin et les négociations ne sont pas bien passées finalement pour le moment à Islamabad. Elles ont arrêté au bout de 21 heures, ce qui est un peu bizarre pour des négociations. Normalement, ça prend du temps. À chaque fois, on leur bute leurs mecs, ils ont peut-être pas envie de les envoyer non plus. C'est vrai que ma première idée, c'est quand Moi, je me pointe plus au ceux rendez-vous. qui sont partis à Islamabad, ils ont dû serrer les fesses un peu. Ils viennent pas, les mecs. Pourquoi il revient jamais, le type? Ils se disent, Ils ont envoyé le stagiaire cette fois. Bien, on t'a choisi Va pour voir. aller négocier. Ouais, vas-y, va. Vas-y, Greg. Gouloum, goum, goum. Ouais, il parle pas la langue, on s'en fout, il fait semblant. Ils verront pas. Interprète. Bon, ça, c'est pas Islamabad chez les Pakistanais qui ont l'arme nucléaire, donc bon, personne n'est mort cette fois-ci. Ce qui est original, hein, soit dit en passant. Mais ça n'a pas duré longtemps. Alors, il faut bien comprendre que quand une guerre commence, on ne sait pas comment on s'en sort, c'est toujours très compliqué. Les accords de Paris pour mettre fin à la guerre du Vietnam ont mis 4 ans à être résolus. Et pendant ces 4 ans, c'était les pires phases de guerre entre les États-Unis et le Vietnam. Bon, pas le Vietnam Nord. Bon, pour le moment, c'est à l'arrêt. Donald Trump, ce matin, est sorti avec une idée remarquable consistant à faire un blocus du blocus. Oui. Donc, à bloquer les bateaux. Comme ça, ils peuvent pas Iraniens. rebloquer derrière. Oui, mais le problème, c'est que Donald Trump s'est trouvé dans une situation où les choses ne se sont pas passées, encore une fois, comme elles devaient se passer, c'est-à-dire une guerre rapide, changement de régime. Donc, le prix du pétrole part en vrille. Ça va pas bien pour le contribuable américain, pour l'électeur américain, les MAGA gueulent. Il faut imaginer que Donald Trump, la Maison-Blanche reçoit des coups de fil en rafale. Le Vietnam est en pénurie, le Thaïlande est en pénurie, le Myanmar est en pénurie, l'Australie est en pénurie, il n'y a pas de raffinerie. Le Japon est en pénurie, la Corée du Sud est en pénurie, on a des problèmes partout. Les Européens disent on a relâché nos réserves stratégiques, mais vous nous avez dit que c'était 4 semaines, c'est 7, c'est-à-dire oui, tous les jours. Donc ça doit être un peu relou. On peut comprendre qu'il se réveille la nuit et qu'il fasse des photos de lui-même en tant que Jésus, parce que bon, ça doit tourner quand même dans sa tête assez sévèrement. Donc tout le monde est un peu inquiet, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et pour éviter que ça passe la barre de marché des $120 le baril de Brent, en réalité, il est négocié à 140, 165 en réel. Je vous invite à lire les articles de Jacques Sapir sur offpop.media. C'est gratuit, il suffit de renseigner un email. C'est possible parce qu'il a levé les sanctions sur le pétrole russe. Vend. Et il a levé les sanctions sur le pétrole iranien. Cette semaine que les bateaux iraniens ou ceux qui achètent dans les BRICS du pétrole ou du gaz naturel iranien, du gaz liquéfié iranien, pardon, le reçoivent. Donc l'Iran n'a jamais gagné autant d'argent de ses ventes de pétrole. Parce que c'est la condition sine qua non pour rester en dessous des 120. Oui, ça n'a pas de sens. Autant débloquer le détroit d'Ormuz. Qui Trump, autant arrêter ce blocus du blocus, autant Ah oui, renégocier le un blocus du passage. blocus n'a aucun sens. Voilà. Oui, mais Trump a tout fait. Il a même dit, puisque vous prenez une taxe, on va le faire à 2, 50-50. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça Ça, aussi. c'est il y a oui. 4 jours. Oui. Bon, Il y avait la double taxe. Pourquoi bon pourquoi pas Oui, mais bon, non. Let's make money, hein. Oui, bon. Est-ce qu'on peut mettre une Trump Tower Trump a quand même proposé que le détroit d'Ormuz soit baptisé détroit de Trump. Oui, le détroit. Non. Si. Non, mais tous les délires, il a fait. Mais si, il a quand même fait une photo de lui en Jésus. Ah oui, ça, j'ai vu. C'est un épisode de South Park en ce moment, vraiment. Non, il y a du mal à suivre. Non, le détroit de Trump. Officiellement, il a dit pourquoi pas, ce serait bien. Tu sais qu'il a voulu être élu pape, il a dit qu'il serait un meilleur pape. Il a dit que le pape s'est était fâché avec le complètement pape. nul. Ouais. Mais non, il est assez étonnant comme garçon.
Mais jusqu'à maintenant, ça marchait. Là, on a l'impression que c'est quand même la limite. Le personnage est excentrique, etc. Il arrive à ses accords, in fine. Ça marche. Là, Alors, c'est là qu'on a. Alors, l'autre conséquence, c'est Israël. Parce qu'Israël, il y a un gros problème. Netanyahou, ça les arrange pas. ça se passe pas comme il pensait. Je vous disais, la population le soutient parce que il faut une victoire sur l'Iran. Et là, c'est défaite. Plus il a lancé une guerre contre le Liban, plus invasion du Liban, plus 1,5 million de, allez, 1,4 million de Libanais sur 5 millions d'habitants qui sont réfugiés dans leur pays ou à l'extérieur, c'est-à-dire 33-34% du pays. Délirant, en fait. L'exode à côté en mai-juin 40, c'est une gnognotte en France. Officiellement, Ben Gvir et Smotrich, donc les plus durs de son régime, l'extrême droite religieuse israélienne, parlent de nuquer parce qu'ils veulent du résultat. Ils veulent du résultat. Et d'envahir le Liban jusqu'au fleuve Litanie, donc en incluant Tyr. Et c'est ce qu'ils font. L'armée israélienne avance. Ils bombardent absolument méthodiquement et de manière inconsidérée. Et après, là où ils ont conquis, les bulldozers arrivent, ils retournent tout. Enfin bon, c'est une opération de conquête. Alors, Benjamin Netanyahu parle de sécurisation. Enfin, bon, il détruit le Hezbollah en même temps sur la route. Oui, enfin, le Hezbollah résiste. Il est même rentré, il a mis le pied au sol. C'est pas si simple. Il y a beaucoup de dégâts du côté de l'armée iranienne. Israélienne, pardon. Les choses ne sont pas si simples que ça. Et là, on a la situation dans laquelle on est, c'est que Israël, Netanyahou surtout, et surtout Donald Trump, c'est-à-dire les États-Unis, sont dans une impasse stratégique. On va essayer de la faire brève. Soit ils continuent la guerre, mais comme ils n'arrivent pas à vaincre militairement, il faut casser les trucs civils. Ouais. Et les autres ont dit ils ont fait tout ce qu'ils ont dit, les Iraniens. Donc ils ont dit, si vous tapez chez nous, on va taper en face, c'est-à-dire en Israël et dans les pays du Golfe. Donc destruction des sociétés du Golfe, chaos infini sur la production. Vous voulez bloquer les trois d'Ormuz? Mes copains outils, là, parce que les Iraniens, ils ont 4 fronts. Ils ont le front iranien, ils ont les milices l'Irak, ils ont Hezbollah, 5 fronts. Le Hamas, qui est toujours vivant, malgré tout, un peu moribond, et les Houthis au Yémen, qui ont déjà détourné 25% du transport maritime mondial pendant un certain temps. Ils promettent de fermer le détroit de Bab el-Mandeb. En plus, ouais. Voilà. Et pour que les gens comprennent, ça ne veut pas dire qu'ils mettent une grille et que les militaires américains ne peuvent pas enlever la grille. Ça veut dire juste envoyer un drone sur 2 bateaux, et à la Lloyds, les assureurs navals, ils vont dire « Non, on n'assure plus rien, vous passez plus par là ». Donc, tout ce qui est pas russe, chinois, BRICS, pourra faire le chemin. Passe par le cap de Bonne-Espérance, il peut. Mais c'est plus 12 jours, plus 13 jours. C'est des coûts supplémentaires. Ça rajoute à l'inflation générale dans la situation actuelle qui est catastrophique. Donc ça, ils peuvent le faire. Ils peuvent détruire l'oléoduc Est-Ouest qui traverse l'Arabie Saoudite. Parce que en Arabie Saoudite, comme pour le Qatar, comme pour Bahreïn, comme pour les Émirats Arabes Unis, comme pour l'Iran, comme pour le Qatar qui partage avec l'Iran la poche de gaz qui est entre les deux. Ah oui, ok. Tout est à l'est de l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite, en ce moment, convoie quasiment toute sa production par le pipeline Est-Ouest en mer Rouge. Je ne sais pas s'il faut une carte, mettrai une carte. Donc de l'autre côté du Golfe Persique, par les pipelines Est-Ouest, c'est-à-dire 7 millions de barils jour. Là, ce machin fait 1200 km de long, un drone pour en mettre 4 sans aucun problème, le casser à 5 endroits différents, 10, 30 si c'est besoin. Détruire le port de Dubaï, d'où tout ça part, ça c'est les outils qui peuvent le faire. Et c'est fini. C'est plus 7 millions moins 7 millions en plus de barils en moins, c'est-à-dire qu'on passe pas à 20, mais à 32% de la production mondiale de pétrole. Donc les Iraniens ont tout un tas de cartes. Ils peuvent détruire la société du Golfe. Ils peuvent détruire les installations de désalinisation en Israël. Ils peuvent détruire ce pipeline. Donc on est dans une situation où ils ont la main et les options en réalité de l'autre côté sont inexistantes. Soit les États-Unis se retirent, ils disent bon, ok, c'était une connerie, on a perdu. Désolé Bibi, tu vas te débrouiller avec tes guerres avec l'Iran et tout ça. Nous on se barre. C'est pas possible, parce que la conséquence, c'est que les pays du Golfe, qui ont déjà leur base américaine détruite, basculent illico presto dans la sphère d'influence iranienne. Bien sûr.
qui ont dit bah, maintenant, tous les bateaux qui passent par là, tout va se faire en yuan, ou dans les monnaies des autres pays BRICS. Donc, c'est une dédollarisation sévère. Sur notre site Fréquence Populaire, j'avais fait un papier sur le fait qu'on est arrivé à un niveau historiquement bas de réserve de dollars dans les banques centrales. On est à 57%. Du jamais vu. C'est en train de cette guerre a accéléré la dédollarisation. Donc, s'ils se retirent, ils passent pour des fruits. Ils se font plier en 6 semaines par un pays de bonhommes et des turbans sur la tête qui auront, je sais pas, 30 fois moins de moyens militaires que les États-Unis. Puis ils ont perdu et les autres ont gagné. Ce truc. Et puis Israël est isolé aussi. Pour faire pression, puis Israël est isolé, c'est une catastrophe. Donc, ils ne peuvent pas. Ça s'appelle une impasse stratégique. Donc 2 options. Et c'est là que commence l'angoisse sévère. Donc je vous fais une révélation. Certains parlent, comme Ben Gvir et Smotrich, donc les ministres les plus cinglés de chez Netanyahou, d'aller bombarder à l'arme nucléaire l'Iran. Alors, je n'ai pas beaucoup de crainte que les États-Unis le fassent. Ça n'a pas de sens, de toute façon. Israël, déjà, il peut y avoir un risque. Mais bon, c'est pas la peine de dire que c'est une catastrophe. Je ne sais pas dans quoi on rentre, mais ça serait terrifiant. Mais il y a une autre option. C'est que là, tous ceux qui analysent la situation arrivent à la même conclusion. Que ce soit des Américains, les Chinois, ils sont dans une impasse stratégique. Tu fais quoi, ça, une impasse stratégique? C'est quand même la première puissance mondiale. Toute la dette que tu roules aux États-Unis, elle fonctionne grâce au pétrodollar. Et grâce au fait que le dollar est la réserve mondiale, tout le monde a besoin de pétrole. Donc, s'il faut que tu achètes en pétrole, en dollars, il faut que tu aies un compte à la Fed, à la Banque fédérale américaine en dollars. Donc, tu contrôles un peu tout ce qui se passe dans le monde et tu es le chef tu es le roi du pétrole. Donc, tout le monde a des dollars, tout le monde est obligé d'acheter des dollars. Et donc, ces dollars, il faut faire en quelque chose. Il faut t'acheter des bons du trésor américain. Bref, tes pieds et poings liés. Et s'ils se retirent, c'est la fin. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas. C'est la fin du monde. Et je ne parle pas que de Trump. Tu peux enlever Trump, faire un arrêt cardiaque ou l'article 25 et l'impeach. Ce qui va suivre est dans la merde, dans ce même impasse stratégique. Eh bien, puisque le boulot de géopoliticien consiste à imaginer des choses banques, j'en ai imaginé une. Je vous la livre. Elle va sortir demain en papier sur Fréquence Populaire, ou après-demain, je ne sais pas. C'est la suivante, c'est que vous escaladez au maximum. Continuation de la guerre, en allant taper vraiment pour que ça fasse très très mal sur la population iranienne. On ne sait jamais, peut-être que finalement ils vont réussir, ils vont se lever parce qu'ils en ont marre. Who knows? On sait que les Iraniens ont promis, ils l'ont déjà fait, que la riposte va toucher les pays du Golfe sévèrement. Donc, les chaînes de production de pétrole, de gaz et de chimie vont être totalement détruites. C'est ce que tu penses? Non, j'imagine un scénario. Ok. C'est quoi la conséquence? Ça a flambé colossal. T'es pas à 2,30, t'es à 4 €. Non, je suis en vélo, là. Oui, t'es à cheval, t'es ce que tu veux. Si tu es Donald Trump, tu es foutu. Tu es dans une position où tu es foutu. Tu peux brailler, lancer des trucs, mais c'est foutu. L'économie mondiale est pliée à cause de toi. Les Iraniens n'ont pas perdu. Tu as un risque que ça parte en vrille du côté d'Israël. Il y a les élections de midterms qui arrivent. Tout le monde t'en veut. Les Iraniens ont gagné. Les États-Unis ont perdu. Les Iraniens ont gagné. Les États-Unis ont perdu. Intenable. L'escalade fait que... C'est une option. Voilà. C'est une hypothèse. L'économie mondiale est dans une situation catastrophique. Toi, parce que tu es le premier exportateur mondial, toi, les États-Unis, tu as à la main des dispositions qui te permettent de faire un maximum du prix du pétrole dans ton pays. Donc, tu dis, bon, ça ne va pas dépasser, je sais pas, 3 $ le gallon. Ok. Et les autres, qui se démerdent. Les dégâts seront tels dans l'économie mondiale, avec des problèmes infinis dans les sociétés, des conflits, des famines, que tu peux te dire, regardez comment c'est dans les autres pays, regardez comme c'est aux États-Unis.
tu as une Europe qui est totalement asservie, mais alors au-delà d'asservie. Je vous rappelle, juillet dernier, 2025, Ursula von der Leyen signe pour 750 milliards de d'échange. pétrole. Ouais. Et là, ça devrait me mettre la puce à l'oreille, parce que tous les experts ont dit, mais il n'y a pas 750 milliards de dollars à vendre en 3 ans à l'Europe. Où il va les trouver? Depuis, il a rajouté le Venezuela, dans le contrôle des flux. Mais si les prix montent considérablement, il n'a pas parlé de volume, il a parlé de milliards. Donc, si les prix font x2, x3, les milliards sont atteints. Et les volumes sont les mêmes. Voilà. Et les Européens, ils ne vont pas avoir du pétrole. Où est-ce qu'il y a ailleurs du pétrole? Russie. Et s'il y avait un autre scénario où on faisait un deal, un échange, l'arrêt d'une guerre contre une autre. Si j'étais Donald Trump et je disais, l'Ukraine, les pauvres Ukrainiens, je les abandonne. Voilà, deal. Oui, mais t'oublies J'arrête l'Ukraine oui, mais, et je laisse la Russie et la Chine il y mettre a- la pression sur les Iraniens pour qu'il y ait un Mais quelle accord qui pression? soit trouvé. Les Iraniens sont, encore une fois, les Iraniens, c'est pas des Serbes, c'est pas des Mozambiquais, c'est pas des mecs petits, c'est 5 millions de civilisation, ils sont bien sûr, 80 millions. mais aussi Ils sont ont dépendants une économiquement de victoire. toute façon. Donc, Oui, mais ils ont pris cher. Ouais. Il faut Tu dis que la Russie n'aurait pas les moyens de calmer l'Iran. Il faut rentabiliser la victoire. Non, Non, la Chine surtout. La Non, mais la pareil, Chine ils font, surtout. toc-toc, La Chine surtout, plus que la Russie, je me dirais un deal face à un deal, quoi. Et les Iraniens demandent, mais je gagne quoi, moi? La paix, C'est la sympa, tranquillité. Mais il y avait la paix, la tranquillité. Vous la retrouvez. Le 27 février, le détroit d'Ormuz était ouvert, on était prêts à négocier. Ils nous ont tout pété. Vous reconstruisez tout chez nous. Allez, tiens, la Non, mais facture. c'est vrai Tiens, que t'es chinois, iranien, 2000 on milliards. te dit t'inquiète, tu reviens comme avant. J'étais déjà comme avant. Enfin, c'est vrai que c'est pas. Au moins, tu reconstruis. Vous levez les sanctions. Ah. Et les Américains, ils maintiennent leur base là-bas en face, et Israël continue à considérer qu'il faut me raser. Ouais, c'est vrai que c'est pas rentable. Sympa, les amis. Mais et oui, en fait, vous n'avez pas complètement tort. Je pense que les deux personnages sérieux dans cette histoire, c'est Xi Jinping et Surtout Xi Vladimir Jinping, Poutine, oui. qui, comme je crois que c'est Jeffrey Sachs l'a dit, doivent se lever tous les matins en se disant Quelle connerie il a fait, l'autre encore? il y a un bonhomme qui insulte le pape, qui se prend pour Jésus au milieu de la nuit et qui peut se réveiller n'importe quand et dire bon, putain, pouf, chouah, et on attaque tout le monde. Parce que faut savoir que le déclenchement du feu nucléaire aux États-Unis, c'est un problème parce que c'est le seul pays, avec le Pakistan, qui a une doctrine de frappe en premier. Tous les autres pays ont une doctrine de frappe en second. Ça s'appelle la dissuasion. Si vous nous attaquez, la riposte sera telle que vous serez tous morts. Les États-Unis ont une doctrine de frappe en premier. Ça se discute. Et si on faisait une frappe en avant, tactique, gna gna gna. Résultat des courses. Le Congrès, Pete Hegseth, le ministre de la Défense, le vice-président, le Pentagone ne peuvent pas bloquer le président. C'est-à-dire, si à 2 h du matin, il se réveille avec son officier, là, qui est un colonel, avec sa mallette, et lui, il a ses petits tickets, la Golden Ticket, là. Golden Ticket avec les codes, Et qui a des tatouages et de qui Oswald, fait à machin. 2 h du matin, c'est feu. Ou alors, tu as intérêt à avoir un colonel qui... Non, monsieur le président, il part en courant à gamette. Le mec est malade, il va tuer ça. Non, mais c'est coup de bol. Il y a un colonel russe soviétique qui a sauvé la planète entière parce qu'il s'est dit non, je ne veux pas faire un tir de riposte. Qui avait Parce pas que tiré je au final. pense que ça n'a aucun sens. Et que ce qu'on m'a dit comme un tir américain, en fait, ça doit être des mouettes. Il a raison, il nous a sauvé la vie. En 1984. Il a quand même été exécuté après, mais il avait raison. C'est un héros. Finalement, c'est devenu un héros. Pendant la crise des missiles de Cuba, le problème, c'est que les Américains, comme nous, ils ont plein de sous-marins sous Il y l'eau. avait des trucs qui Les passaient mecs pour qui ne les savent missiles. pas ce qui se passe, ça ne veut même pas quelle guerre, ça fait 3 mois qu'ils sont sous l'eau. C'est là l'idée. Ça a été Il un faut film, pas ça a qu'ils été un soient film en contact. formidable d'ailleurs. Ils reçoivent un ordre, ils ne savent pas pourquoi. Ouais. Bon, eh ben, pendant la crise des missiles de Cuba, il y a un sous-marin soviétique. Les gars étaient pas au courant de ce qui se passait. Ils reçoivent l'ordre. On a été sauvés par le commandant politique du bateau, du sous-marin, qui a rejoint les points dans sa tête. Il a dit ça n'a pas de sens. Et il a interdit au commandant militaire du sous-marin de tirer. Thank God, on serait tous morts. On est là. Donc là, tous les matins, et Poutine et Xi Jinping se réveillent avec comment on va calmer l'autre là? Comment on va mettre Donald? Est-ce qu'il faut le manœuvrer, qu'il ne pète pas dans le... Voilà. On espère qu'il aura un arrêt cardiaque, on peut espérer qu'il y a un impeachment quelconque. Et pour le moment, he's the commander-in-chief. Voilà. Et si Donald Trump n'est pas complètement cinglé, si, comme il est dans une impasse stratégique,
l'option escalade totale et ruiner tout le monde et avoir... Les États-Unis, à la fin des fins, c'est un grand pays, il y a beaucoup de gens, il y a plein d'ingénieurs, il y a plein d'usines. C'est entre 2 océans. Ils produisent leur gaz, leur pétrole. Ils ont leur centrale nucléaire. Ils ont la première armée du monde. Si ça part en vrille ailleurs, ça part en vrille ailleurs. Il y a 2 ou 3 décisions comme ça qui, dans l'histoire, ont été prises un peu de manière inconsidérée. Ça ne serait pas nouveau. Voilà. J'espère que ce ne sera pas là, mais voilà, moi, ça m'angoisse un peu. Et de toute façon, l'option tranquille, c'est on continue la guerre avec des conséquences économiques qui ne vont pas être bonnes pour nous, nos familles, nos enfants, et c'est vraiment problématique. Super joyeux. Écoute, c'est t'as fin. un- Désolé, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a qu'à boire aussi, vous pouvez Bon, boire. bah, je vais aller retourner faire le plein. Voilà, prévision. ça augmente. En Est-ce prévision. que tu as un mot de la fin? Faites le plein. Faites le plein. Non, D'autres choses que tu voulais aborder. Faites le plein et... Et abonnez-vous à Fréquence non, Populaire. Oui, alors, abonnez-vous à Fréquence Populaire, ça va nous aider à travailler et puis voilà, Et à gagner la guerre. à tenir le coup. Non, mais pour la France, après toutes ces crises, après celles qu'on vit actuellement avec la guerre en Ukraine, avec la crise énergétique avant la guerre d'Ukraine, avec celle-ci liée au Golfe, après la crise Covid, on n'a pas de respirateur, on n'a pas de médicaments. 80% de nos médicaments sont fabriqués en Inde et en Chine. Imagine une crise mondiale, ce que ça signifie pour les médicaments. En dehors des pleins, hein, encore une fois, Armand, Oui, bien je sûr. pense que tu peux te débrouiller à pied. Bien sûr. Toi et Dès moi, demain. non, un Dès petit peu, demain, on va je prends le gagner- vélo. On va Dès gagner demain, des je points prends le vélo. en étant à vélo, en marchant. Par contre, des gens qui ont des médicaments pour maladies chroniques, ça peut devenir un problème. Et déjà, des problèmes comme ça, de pénurie régulière sur des magasins, des médicaments critiques, ça va s'amplifier, évidemment. Donc, c'est un souci. Considérant tout ça, il est temps que les futurs dirigeants français, donc on a une élection présidentielle en 2027, il est temps de se mobiliser pour choisir des gens qui, sérieux, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, là, on est dans une situation secondaire, se battent pour la souveraineté d'un certain domaine. Il faut qu'on ait une agriculture souveraine. On peut le faire en France. On peut manger. Il faut qu'on ait une énergie souveraine avec le nucléaire, avec nos barrages. On peut y arriver, ça demande des efforts, mais on peut y arriver. Il faut qu'on ait une armée souveraine et il faut qu'on ait des moyens industriels, qu'on reconstruise des moyens industriels pour ne pas se retrouver en slip quand il y aura des crises, parce que ce genre de crises vont s'aggraver et revenir de manière récurrente. Elles sont déjà récurrentes. Et à un moment, on peut se dire, bon, faut arrêter le n'importe quoi. La mondialisation, j'installe mes usines au Vietnam parce que ça rapporte plus, parce que je suis actionnaire de... ok, non, stop, on arrête. On arrête. Industrie stratégique en France, point barre. Voilà. Et moi, je préconise de voter pour des candidats, quels qu'ils soient, qui vont proposer ça, sérieusement. Parce que c'est ça le sujet. Eh ben, on les attend. Ouais. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir éclairé un peu sur ce sujet qui est compliqué. N'hésitez pas à vous abonner à Fréquence Populaire. Les articles sont vraiment, vraiment très cool. C'est du beau travail. Vous postez tous les jours avec on va dire, au moins un long article Presque par tous les semaine. jours. Presque tous les jours. Oh, article long tous les 2 jours, mon gars. Ouais. Oh là là, nous Ça on dépend travaille, long. hein. Ça dépend long. Ah oui, ça dépend long. Il y en a qui sont vraiment trop longs, mais bon. Ça, c'est- Ah, mais moi, je les aime bien, c'est mes préférés. Est-ce que tu as un mot de la fin aussi? Faites le plein. Le mec, il lâche pas le mec. Il lâche pas, Faites il est le trop plein, les gars, motivé, le vraiment. pauvre. Allez, merci d'avoir été Non, là. non, non, investissez dans les siphons. Ah, parce que ça s'est fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui peuvent pas faire le plein, il y a des trucs vachement bien comme ça. Hop, on met dans le... Hop, un petit pied, de biche. Hop, on met dans le truc de l'autre et on Voilà. aspire. Le Et siphon dans les siphons. l'effet siphon. Et ça permet Non, mais bon. de faire son plein pas cher. Plus sérieusement, bon courage, quoi. Ne perdez pas le moral. Non, mais Qu'est-ce que je tu veux rigole, dire? Non, mais tu sais qu'on va on y est arriver. arrivé à un tel niveau On va y arriver. que, bien sûr, non, mais Il y ça a des gens a qui déjà vont commencé. siphonner des trucs. Ça a là. déjà commencé. Il y en a déjà qui siphonnent. Il y a des vidéos sur C'est vrai TikTok et autres. Donc c'est assez grave, quoi. Bon courage à tous. Bon courage à tous. Vraiment, Merci là. d'avoir été là. Et merci Cognac Jet et à vous les studios. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.